Alors, je suis désolée s'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais ce sont des ateliers qui ont beaucoup de succès. Et donc, désolée pour les personnes qui vont rester debout. Il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est parfait. Tant mieux. On ne va pas tarder à commencer, le temps que tout le monde prenne bien sa place. Parce que si on veut avoir 1 heure pour discuter, et puis après, vous savez qu'il y a un événement important aussi. Donc, on va essayer de ne pas trop déborder. Madame, si vous voulez bien vous asseoir, merci. Voilà, merci à vous d'être présents en tout cas. Je vais rester debout juste 2 secondes, le temps de me présenter. Moi, je m'appelle Danielle Messager, je suis journaliste. J'ai été longtemps à France Inter. Je travaille toujours dans le milieu de la santé, puisque je ne suis plus à la radio, mais je continue des activités, en particulier dans le milieu de la santé et au centre d'éthique clinique des hôpitaux de Paris à l'hôpital Cochin. Voilà. Donc, on m'a demandé d'animer cet atelier qui s'appelle donc l'expérience de vieillir. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup ce titre. Parce que une expérience, en général, on la choisit. On se dit, par exemple, je vais faire l'expérience de voyager toute seule. Je vais voir ce que ça donne, si je rencontre des gens ou pas, si c'est plus excitant de voyager en couple ou avec des amis. Je vais faire l'expérience de ne pas me teindre les cheveux et de garder les cheveux blancs pour voir à quoi je ressemble si j'ai les cheveux blancs. Je n'ai pas encore fait. Mais une expérience, l'intérêt aussi, c'est que si ça ne nous plaît pas, on peut revenir en arrière. On peut avoir, par exemple, une expérience amoureuse et se dire, finalement, elle ne me plaît pas, donc j'arrête là cette expérience amoureuse. On peut y mettre un terme. Sauf qu'avec la vieillesse, quand même pas la même chose. On a beau se retourner, derrière, c'est cadenassé, c'est verrouillé, et pas moyen de repartir en arrière. Donc, ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est comment on va mettre en place cette expérience de vieillir. Avec quels outils, s'il y en a, on va préparer cette expérience. Est-ce que c'est comme en sciences, où on prépare ses composants, ses tubes à essai, et qu'on va tenter une expérience? Et d'ailleurs, combien de temps va durer cette expérience? On sait que la vieillesse, elle va durer un certain temps. En tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se casser facilement. Est-ce qu'on va la donner en partage, cette expérience? Parce que ça, c'est aussi une expression qui revient souvent. Je vais te faire partager mon expérience. Oui, mais justement, c'est mon expérience. Est-ce que mon anticipation de la vieillesse, est-ce que mon vécu de la vieillesse, ce sera la même chose pour les autres? Bref, moi je pourrais poser des tas de questions comme ça parce que vous aurez compris que quand on tire le fil de ce sujet, l'expérience de vieillir, il y a effectivement beaucoup de questions qui viennent à l'esprit. On n'aura pas l'occasion de toutes les poser ni de répondre à tout, mais on va faire un tour pendant 1 heure avec 4 intervenants à qui je vais demander chacun de faire un petit exposé, entre guillemets, d'une dizaine de minutes maximum, juste pour que vous sachiez à qui vous parlez, ce qu'il ou elle représente un petit peu. Il y a donc Geneviève Deléside-Parseval, Pierre Carreau, Catherine Vincent et Gilles Jehan. Et puis après, évidemment, on va débattre, parce que c'est quand même l'intérêt d'un atelier, hein, on n'est pas là dans un cours magistral. On va débattre avec vous. Vous êtes venus pour poser des questions aussi, pour écouter les expériences des différents intervenants. Alors, je donne d'abord la parole à Geneviève Deléside-Parseval. Vous êtes psychanalyste, vous êtes autrice, entre autres, hein, de L'art d'accommoder la vieillesse, paru, je ne sais pas, il y a 1 an, 2 ans, chez Odile Jacob. 2 ans. Et l'idée que vous mettez en avant, vous, mais je vais vous laisser la développer évidemment, c'est qu'il y a une surreprésentation calendaire.
de l'existence. Je suis vieux, je suis vieille, parce que le calendrier me dit que je suis vieux, que je suis vieille. Tiens, c'est ma date anniversaire et j'ai 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et c'est comme ça puisque la société me renvoie aussi que le calendrier te dit que tu es vieux, donc forcément tu es vieux. Ce que vous mettez en avant, c'est que ce n'est pas tant ce principe calendaire qui doit nous intéresser, c'est le principe de crise. Oui, il y a une vieillesse, donc oui, il y a une crise, mais avant de parler de désorganisation, peut-être qu'on pourrait parler aussi de réorganisation. Je vous laisse développer tout ça, je vous en prie. Merci, vous le faites aussi bien que moi, donc je pourrais vous repasser le micro. Oui, alors moi je ne connaissais pas grand-chose au sujet, sinon à travers mon propre vécu, avant d'écrire ce livre, et je me suis dit, écrire un livre sur la vieillesse, il faut d'abord savoir ce que c'est. Je parle pas assez fort, c'est le micro. Et, ah bon, sur le menton, ça. Toucher à l'appuyer le menton. Non, Ah comme bon. ça, voilà, bien devant. Bon. Donc, j'ai passé à peu près 3 mois dans l'angoisse en me disant, parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, c'est tout de même un peu délicat. Et finalement, j'ai fini par me raccrocher aux branches en sortant, comme le dit Daniel Messager, en sortant de cette représentation finalement en courbe de Gauss de la vie. Alors, courbe de Gauss, vous connaissez, on est adulte à un certain âge, et puis ensuite on descend et on meurt. C'est un schéma que presque tout le monde a dans la tête. Quand on est dans ce schéma, il n'y a pas grand-chose à dire sur la vieillesse, parce qu'on est dans la courbe descendante, alors c'est 50, 60, 70, 80. Bon. Et je me suis demandé si ce schéma collait avec moi, puisque j'écrivais ce bouquin, et puis si ça collait avec les gens que j'ai pu interroger autour de moi. Et bon, décidément, je ne suis pas doué. Alors, c'est comme ça. Bien comme ça. Alors, posez-le comme ça, voilà. Et puis là, on vous entendra bien. Comme ça. Donc, j'en reviens à ma... Oui, c'est mieux comme ça. Oui. Je reviens à ma courbe de Gauss, qui est tellement banale qu'on ne pense même pas... Enfin, on l'a tous en tête. Et j'ai trouvé quelques bouquins. Enfin, d'abord, j'ai lu Cicéron, qui était tout à fait contre cette courbe de Gauss, mais c'est un petit peu vieux. Quoique j'ai vu que son bouquin était au stand de librairie, donc je vous le conseille, il coûtait 5 €, et il est formidable. Et il avait à l'époque 60 ans quand il a écrit, ce qui était très vieux pour l'époque. Il disait d'ailleurs, personne n'est vieux au point de ne pas penser pouvoir vivre encore un an, ce qui paraît tout de même très juste. Et puis je me suis aidé de ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche, notamment de cette célèbre phrase de Groucho-Marx, le petit frère de l'autre, qui se plaisait à dire « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». Vous la connaissez, mais elle souligne le fait que finalement la vieillesse est une énigme. Chacun a sa propre définition. Et donc, je suis tombé sur un bouquin d'une philosophe qui s'appelle Suzanne Neyman, qui a écrit un bouquin assez génial qui s'appelle Grandir, et qui explique ça en des termes beaucoup plus subtils que ce que j'aurais trouvé toute seule, qui montre que la vie, finalement, c'est pas du tout une courbe de Gauss, c'est une ligne horizontale avec des marches qui montent et qui descendent, alors qui sont comme dans les vieux escaliers, qui sont pas du tout des marches régulières, qui sont des marches. Alors par exemple, quand on a une épreuve de santé, on descend une marche. Ça va mieux, on remonte une marche qui n'est pas forcément au niveau de la précédente, et on monte et on descend. Et quand on se représente sa propre vie comme ça, je vous engage à le faire pour votre vie. Vous verrez que depuis l'âge adulte, vous avez probablement suivi cette ligne horizontale avec des marches qui sont des épreuves, etc., dont on se sort plus ou moins. Quelquefois, on s'en sort bien, les marches sont plus hautes. Et puis un jour, ça finit, et c'est tout. Mais il n'y a pas du tout de côté inéluctable de l'anniversaire. Dans l'écriture de mon bouquin, je suis tombé comme tout le monde, sur la date qui était la date de mon anniversaire. Alors, en plus, les anniversaires, c'est un mot extrêmement ambivalent. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut absolument faire semblant d'être joyeux, alors qu'on n'est pas forcément joyeux quand on a 70 ans, moi 80 ans en l'occurrence.
Bon, ça peut être aussi triste. Enfin bon, le mot anniversaire est très connoté. Alors j'ai lu pas mal de choses. Je suis tombé sur une nouvelle de Dino Buzzati qui s'appelle L'anniversaire, qui est absolument formidable. Enfin, il faut, à mon avis, repenser le schéma intellectuel de la vie. Ça paraît comme ça extrêmement ambitieux et tout à fait banal. Mais on tombe sur ce qu'on appelle des trajectoires de vie qui sont, alors là c'est la psychanalyse qui parle, qui sont marquées par ces marches, ces marches qui en termes psy, ces marches sont des crises. Alors les crises, on les connaît, on connaît tous la crise d'adolescence que nous avons peut-être vécue ou que nos enfants ont vécue. On voit que c'est pas drôle du tout et que c'est pas parce qu'ils sont jeunes que c'est gai. Ça peut être des moments. D'ailleurs, les auteurs célèbres l'ont dit. L'adolescence peut être le pire moment de la vie. Et c'est pas forcément la vieillesse. Et ensuite, je me suis intéressé à une crise qui est moins connue dans la littérature française. C'est la crise de la mi-vie. C'est la mi-vie, une crise qui a été théorisée par un psychanalyste canadien qui s'appelle Elliot Jaques. Qui a été peu traduit en français, enfin qui était un tout petit peu traduit. Et il montre que finalement la crise de la mi-vie, c'est peut-être la crise la plus compliquée à gérer. D'ailleurs, on parle des gens qui refont leur vie à cette crise-là. Enfin, c'est une crise vraiment très, très complexe où tout se rejoue à nouveau. Finalement, la définition des crises, c'est que les cartes sont rebattues à nouveau. Donc il y a cette crise de la mi-vie qui est, en tout cas dans ma patientèle de vieilles psychanalystes, j'ai beaucoup de patients qui se débattaient dans cette crise autour de 40-50 ans, il n'y a pas d'âge, qui sont des crises quelquefois aussi horribles que la crise de l'adolescence. Et puis ensuite, la vieillesse. Alors la vieillesse, c'est pas la peine de chercher une définition, il n'y en a pas. Il y a des gens, on connaît tous des vieux jeunes et des jeunes vieux. Quelqu'un dans un congrès m'a aimablement soufflé que mon prénom voulait dire ça, jeune vieille. Je m'appelle Geneviève. J'y avais jamais pensé. Je remercie ce monsieur qui m'a dit ça en disant mais bien sûr c'est normal que vous écriviez un bouquin là-dessus. Je ne vais pas penser. Oui, n'est-ce pas? Bah, oui. Et donc la crise se rejoue à nouveau. Alors évidemment, les cartes sont rebattues. Mais je crois vraiment qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'on rentre dans la vieillesse. Alors, on se met implicitement dans la courbe de Gauss. Alors là, effectivement, l'anniversaire, c'est 75, c'est moins bien que 70, et 90. Bon. Et on n'en sort pas parce qu'on a des contre-exemples tout le temps. Ça ne veut pas dire grand-chose. Tandis que si on considère comme une crise avec une marche et on remonte... Et du coup, la mort aussi change de sens, parce que la mort, elle arrive au cours d'une descente ou d'une montée, d'ailleurs. Et voilà. Alors, bon, j'ai développé ça assez longuement dans mon bouquin. Si ça vous intéresse, je me fais une horrible pub. Mais ça montre que vraiment, rien n'est joué et que la vieillesse est une énigme. Il faut un peu se creuser le ciboulot pour la penser, cette vieillesse. Donc voilà, tout est ouvert. Et surtout se sortir de cette image calendaire, comme vous l'avez très bien expliqué, qui en plus dans certains cas est juste, dans d'autres cas est complètement fausse. Enfin, il y a des gens à 50 ans qui sont vieux, enfin vous en connaissez sûrement. Et à 90 ans qui sont jeunes. Enfin bon, on cite toujours Edgar Morin, mais il y en a bien d'autres. Tout se rejoue à nouveau. Et vraiment, tous les travaux neurologiques cités par Suzanne Lehmann montrent que le cerveau ne vieillit pas vraiment. Le cerveau, il vieillit si on le laisse vieillir. Bon, alors évidemment, je ne parle pas des gens qui ont une maladie dégénérative. Je parle des gens lambda. Bon, c'est un petit peu résumé, mais merci. C'est le principe. Au début, on résume un peu et puis après, on va nourrir le débat et les réflexions. Je passe la parole à Pierre Carault. Pierre, vous vous présentez, c'est vous qui vous présentez comme ça, comme retraité professionnel. Retraité professionnel, sachant que vous êtes en retraite depuis 26 ans, vous avez quand même une sacrée expérience de la retraite. Mais vous vous présentez aussi comme chercheur autodidacte, artisan du bien vieillir longtemps. Alors du coup, vous l'avez cette expérience de
vieillir, puisque c'est le titre de cet atelier. On va voir ce que vous pouvez en dire aujourd'hui sur cette notion de partage. Je crois que c'est ça que vous mettez beaucoup en avant, de construction. Là aussi, on n'est pas dans la désorganisation, mais dans la réorganisation d'une construction, de bâtir des relations différentes avec les autres, puisque quand on n'est plus dans une activité professionnelle, en tout cas au quotidien, on a forcément des relations différentes qu'il faut bâtir, qu'il faut reconstruire. Et comment vous avez passé ces années et vous envisagez les années à venir d'expérience de vieillir. Et ce que vous mettez en avant aussi, ça on pourra le voir aussi dans la discussion, c'est qu'il faut garder des centres d'intérêt qui sont a priori, ça fait partie des idées reçues aussi, destinés aux jeunes. Alors, par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle, par exemple les nanotechnologies, ça c'est forcément des activités pour les jeunes parce que les vieux n'y comprennent plus rien. Et ça, vous dites, il faut aussi s'intéresser à ça parce que ça fait partie de notre vie aussi à nous qui sommes dans la société. Donc je vous donne la parole pour quelques minutes aussi avant qu'on entame le débat. Merci bien, merci à toutes et toutes. Moi je vais répondre une première fois à madame à propos de l'âge calendaire. Moi, mon âge, il est déterminé par les réactions qu'ont mes enfants, petits et arrière-petits-enfants maintenant, mes amis. C'est ça qui me donne mon âge, hein, pour répondre à votre question. Moi, j'ai commencé au manivelle d'un tour de production dans une usine de Nantes. J'ai fini comme petit patron d'une petite entreprise. J'aurais pu travailler 10 ans de plus, mais quand j'ai pu faire valoir mes droits à la retraite, je me suis demandé ce que j'allais faire des 40 ans qui m'attendaient avant d'être vieux. Et là, exemple de ma carrière qui s'était pas trop mal déroulée, j'ai dit pour la construire, 40 ans de carrière, j'ai pris 4 ans de lycée, donc là je vais faire la même chose. Je vais prendre un temps d'apprentissage pour entreprendre les 40 ans qui m'attendent. Je suis rentré donc à l'université de Nantes. J'ai fait un. Je vous en prie. J'ai fait un DU de santé et un DU de droit. Et j'avais traité mes deux mémoires de la même façon, le rôle et la place possible des retraités dans la société. Et je me suis dit, voilà mon travail pour mes 40 ans de retraite, en demeurant professionnel, parce que c'était très important pour moi, surtout qu'on entrait dans une société où on ne peut plus faire quelque chose d'approximatif en disant on verra bien, etc. Un engagement maintenant, c'est un engagement qui se construit, qui se vit, qui se développe, et on ne peut plus être simplement bénévole comme ça, non. Donc j'ai créé Retraité professionnel en 2000, tout le monde s'est moqué de moi, mais maintenant, je suis heureux de dire que dans 14 ans, j'aurai la retraite de ma retraite. Bon, alors vous allez répondre aux questions aussi pendant le débat sur comment vous avez vécu ces années et comment vous envisagez les années à venir de votre future retraite. Catherine Vincent, je vous présente, vous êtes journaliste, vous étiez au Monde pendant longtemps, vous allez nous parler, plus que de votre expérience de journaliste, de l'association La Vie Vieille, puisque c'est une association à laquelle vous adhérez, qui a été créée il y a 2 ans, qui est une association multi-âge, multidisciplinaire et multiprofessionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez en quelques mots, après il y aura évidemment des questions, pour savoir en quoi elle consiste cette association, parce que bon, elle est quand même assez particulière dans son fonctionnement, ce qu'on vient y chercher, comment on y arrive, ce que vous y apportez aussi et ce que vous en retirez, puisqu'on en retire forcément quelque chose à titre individuel aussi. Merci Daniel. Oui, La Vie Vieille qui fait donc partie des 4 associations qui ont fondé le CNAV. Alors, longtemps, moi, je n'ai pas aimé les vieux. Je trouvais qu'ils étaient pas très séduisants, qu'ils étaient lents. Surtout, j'avais un gros problème avec la lenteur des vieux. Et puis, évidemment, moi, je n'étais pas vieille. J'avais beau me voir dans le miroir, voir mes rides qui s'accumulaient, ma peau qui commençait à fléchir. J'avais beau sentir que quand je faisais du jardinage, c'était plus comme avant. Ben non, j'étais toujours jeune puisque je me sentais jeune. J'avais la raison pour moi. Je n'avais pas l'âge de mes artères, j'avais celle de mon autoconviction. Jusqu'au jour où mes parents sont rentrés dans le très grand âge. Et mes parents, qui eux-mêmes étaient restés très jeunes dans leur tête et donc dans leur autoconviction pendant longtemps, sont devenus malhabiles, malvoyants, malmarchants, inquiets, indécis, en un mot, dépendants. Et
ils sont devenus petits et moi, je suis devenue grande. C'était une expression familiale que j'aimais beaucoup. Puis un jour, j'ai découvert qu'elle était vraie. Et cette expérience d'aidante, parce que je les ai beaucoup accompagnés, a été très lourde, mais elle a aussi été d'une richesse incroyable pour moi. Et au cours des toutes dernières années de leur vie, ils sont morts tous les deux après 90 ans. Mon père en avait même plus de 95. Je les ai vus devenir autres, tout en restant eux-mêmes profondément. Je les ai vus devenir ce que je serais peut-être demain. J'ai trouvé ça douloureux, mais passionnant. Et c'est à ce moment-là que Véronique Fournier m'a proposé de rejoindre l'association La Vie Vieille qu'elle était en train de créer. C'est à ce moment-là aussi que moi, j'ai décidé de quitter le journal Le Monde pour lequel je travaillais depuis plus de 30 ans et que j'adorais, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être une urgence si je voulais vivre un peu autre chose, y compris en tant que journaliste, car je me sens toujours absolument journaliste. Voilà, il fallait que j'ai ce courage de quitter cette deuxième famille, ce que j'ai fait, ce que je ne regrette pas du tout. Et j'avais donc un peu plus de temps pour dire oui à Véronique et pour participer à La Vie Vieille. Alors, j'en viens maintenant à votre question, Daniel. La Vie Vieille, c'est une association qui réunit une bonne vingtaine de personnes d'horizons divers. Alors, vous disiez de tous âges, c'est quand même plutôt au-delà de 50 ans, mais au-dessus de 50 ans, mais des soignants, des médecins, des sociologues, des journalistes, des juristes, des psychanalystes, des philosophes. Alors, quand je dis des, bon, vu qu'on est une grosse vingtaine, c'est pas toujours très représentatif, mais il y a quand même tout ce panel-là. Et tous ces gens ont accepté, sous l'égide de Véronique, de réfléchir ensemble à la problématique du vieillissement. Tous les ans, cette réflexion, cette aventure intellectuelle, car je considère que c'en est une, se traduit par un séminaire de 3 jours qui se passe dans un lieu merveilleux que je ne dévoilerai pas, et avec une thématique qu'on retient pour chaque année. Et donc, moi, libre du monde, cette aventure intellectuelle m'a tout de suite séduite, et ça m'a séduite personnellement parce que je me suis dit, tant qu'à devenir vieille, même si je me considère encore comme une jeune vieille, autant en apprendre quelque chose et autant en apprendre quelque chose collectivement et partager cette connaissance qu'on mette en commun avec l'objectif, puisque c'était quand même l'objectif de fond de cette association, c'est pas de se faire plaisir en se parlant entre nous, c'est de contribuer à une meilleure prise en compte de la parole des vieux dans notre société et de peser sur les politiques publiques qui nous concernent. Pour ce faire, à la sortie de chaque séminaire, l'un d'entre nous se colle à la rédaction d'un livre qui n'est pas acte de colloque, mais un livre réellement écrit, mais qui bien sûr se nourrit de la matière de ces 3 jours. Et c'est cette réflexion collective donc dont je vais vous parler maintenant brièvement, puisque nous avons actuellement 2 ouvrages qui sont déjà publiés, le 3e est en devenir. Le premier ouvrage a été signé en 2022 par Véronique Fournier sous le titre « Qui est vieux ici ?» Il avait pour objectif, c'était pas si simple, de dessiner les contours de ce nouvel acteur social. Qui sont-ils profondément, ces vieux et ces très vieux? Comment parlent-ils de leurs désirs, de leurs capacités, de leur sensibilité propre? C'est tout cela qui a été évoqué lors de ce premier séminaire, et il en est sorti un livre qui tentait de cerner ce que nous avions fait. On a été contents de ce premier geste. Et on a décidé de faire le second séminaire sur le corps, et plus spécifiquement sur le corps vieillissant. Alors, je pourrais vous en parler pendant longtemps et je ne vais pas le faire puisque c'est moi qui ai chapeauté la rédaction du livre. Alors, en revanche, je peux vous le montrer parce qu'il est juste tout frais. Vous pouvez le faire circuler si vous voulez, mais sinon, il est à la librairie en bas. Il est tout frais, je crois qu'il sort en librairie dans quelques jours. Donc, vous en avez même la primeur. Alors, pourquoi le corps? Eh bien, parce que le corps, c'est beaucoup de choses. C'est par son corps que chacun s'inscrit dans le monde et rencontre autrui. C'est aussi avec son corps que chacun se sent vieillir, évidemment, tout autant et souvent plus précocement qu'avec l'esprit. Disons que l'esprit, on s'en aperçoit pas toujours, alors que le corps, on s'en aperçoit. Et donc, mieux le comprendre, mieux le respecter, mieux l'admettre dans sa réalité déclinante. En un mot, accepter plus d'être et moins de paraître, puisque c'est le sous-titre du livre. C'était une voie précieuse, pensions-nous, et nous le pensons toujours, pour mieux considérer la vieillesse et réfléchir à la manière dont nous souhaitons vieillir. Voilà, le 3e ouvrage attendu pour l'année prochaine traitera de l'argent des vieux riches, celui qui manque aux vieux pauvres, celui des politiques publiques. Le sujet est moins intime, mais il est moins personnel que celui du corps, mais comme à chaque fois, cette 3e rencontre nous a passionnés, et aussi, elle nous a instruits sur nous-mêmes et sur les autres. Quand je dis nous-mêmes, c'est le nous-mêmes collectif. Et ce qui me surprend à chacun de ces séminaires, c'est le plaisir que nous y prenons.
Nous sommes unanimes en effet à nous déclarer heureux de pouvoir réfléchir ensemble à ce sujet un peu effrayant. Et de ce point de vue-là, je pense particulièrement aux hommes qui sont toujours un peu moins bavards sur le sujet, qui n'aiment pas trop qu'on leur demande de parler de manière intime. Et pourtant, ils y ont été... Pardon ? On va peut-être vous prendre au mot. Et ils y sont un peu obligés parce qu'un des principes de ces livres, et on y tient beaucoup, c'est que dans la deuxième partie du livre, après cette mise en forme de ce qui a été, du contenu de chaque intervention, on demande à chaque intervenant de faire un petit texte. Alors le premier livre, c'était un petit texte sur qu'est-ce que c'est être vieux pour toi, ou vieille, et le deuxième livre, c'était ton corps vieillissant ou vieillissante. Et ça a donné des choses extrêmement variées, et les hommes ont été obligés de s'y mettre aussi. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai préféré vous parler de ça que vous parler de l'arthrose qui s'installe, de mes trous de mémoire, du temps qui file, de ma peur de développer une sale maladie. J'ai trouvé que partager avec vous cette expérience collective et réflexive du vieillissement, c'était quand même plus drôle et plus enrichissant. Je vous remercie. Merci Catherine. Je passe la parole maintenant à Gilles Géant. Alors vous êtes aussi membre de la Vie Vieille, mais c'est peut-être un témoignage un petit peu plus personnel aussi que je vais vous demander, puisque quand on a préparé un petit peu cet atelier, vous m'avez envoyé quelques mots qui m'ont un peu interpellée, je dois dire. Je vais vous citer d'ailleurs parce que quand vous évoquez la vieillesse et l'expérience de vieillir, vous dites « Mes relations avec la vieillesse ne datent pas d'hier, elles ont commencé très tôt ». D'abord, je trouve que c'est très joli, ça pourrait presque être un titre de roman, mais relations avec la vieillesse ont commencé très tôt. Moi, j'aime bien cette formule. Et je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu, puisque du coup, comme lorsque vous étiez jeune, vous étiez déjà vieux, puisque vous aviez déjà cette relation avec la vieillesse. Vous avez, vous, dans le cadre de cet atelier, pas mal de choses à dire, puisque vous avez une expérience de vieillir, puisque vous avez commencé à vieillir quand vous étiez déjà très jeune. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment ça s'est fait, cette articulation-là, et comment, quand on est jeune, on arrive déjà à vieillir et avoir une expérience de vieillir que, du coup, vous avez conduite pendant plusieurs années. Merci pour cette introduction. Oui, on parlait tout à l'heure des hommes et des femmes. J'ai beaucoup entendu dire que les femmes vieillissaient plus vite ou prenaient conscience de leur vieillesse plus vite que les hommes, et que les hommes hétérosexuels avaient beaucoup plus de chance dans leur manière de vieillir, parce que dans leur narcissisme, parce qu'ils ne connaissent pas la ménopause, ils sont toujours un peu dominants. Même vieux, ils refusent d'admettre qu'ils sont vieux. Je fais référence tout à l'heure à la discussion qui a eu lieu avec les deux médecins sous l'égide d'Éric Favreau, et l'intervention de Véronique Fournier qui leur a dit « Mais enfin, chers messieurs, vous n'êtes pas que médecins, vous êtes d'abord et avant tout des vieux. » Et on avait l'impression qu'ils avaient du mal à l'admettre. Alors moi, je ne suis pas un mâle hétérosexuel qui refuse la vieillesse. D'abord parce que je suis homosexuel depuis tout petit. Et j'ai rencontré la vieillesse, Bonjour vieillesse, ça pourrait être le titre d'un livre. J'ai rencontré la vieillesse très jeune, au cours d'une relation aussi courte qu'éphémère. J'avais alors 23 ou 24 ans. Mon amant de passage me dit « Il faut que tu fasses très très vite, parce qu'à 30 ans, c'est foutu. À 30 ans, on est vieux, on a des rides, le corps s'effondre. » Et comme moi, j'étais très naïf, très bête, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai 24 ans, 30 moins 24, il me reste 6 ans. » Donc le compte à rebours a commencé très très tôt. Très très tôt. Alors bon, là, j'étais quand même un petit peu jeune encore, un petit peu insouciant, donc j'ai quand même continué, après mes 30 ans, à avoir mes expériences. Bon, malheureusement, ces expériences m'ont conduit à un sida déclaré à 42 ans. Et là, ça a été vraiment le bouleversement. Et je reprends un peu ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure sur la vie qui n'est pas une courbe de Gauss. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas marié, j'ai pas eu après les enfants à élever, après l'arrivée des petits-enfants, puis après le déclin. J'étais dans un chaos total, pas de femme, pas d'enfants,
évidemment pas de petits-enfants, une maladie très bizarre qui apparaissait comme ça curieusement. Et là, je me suis dit, je vais mourir, puisque c'était en 95, il n'y avait pas de trithérapie. J'ai développé des maladies opportunistes fort graves. Et un médecin avait dit à une de mes sœurs qui était venue me voir, il y en a pour quelques semaines. Faut pas. Et j'ai eu énormément de chance, puisque la trithérapie est arrivée juste à ce moment-là, et a réussi à m'extirper de la mort qui était programmée. Alors, la trithérapie m'a extirpé de la mort, mais elle ne m'a pas extirpé de mon expérience et de la confrontation à cette mort qui était annoncée. Et je reviens aux marches que Geneviève annonçait, c'est-à-dire que j'étais plus sur ma courbe de Gauss vers les 40 ans, 50 ans, en haut, en l'air, tranquille. J'étais confronté à 42 ans à une vie qui allait peut-être se terminer. Et puis tout d'un coup, la marche s'est relevée parce que ça m'a sauvé. Alors la marche s'est relevée, mais l'insouciance de la jeunesse, quand on se croit éternel, etc., a été totalement et définitivement disparue. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être un petit vieux. Alors aussi parce que la maladie affaiblit énormément. J'avais énormément maigri, je pesais 45 kilos au moment où je commençais à me rétablir. Donc physiquement j'étais très atteint, relativement dégradé et aussi très fatigué. Pendant 2-3 ans j'ai été arrêté au niveau de mon travail, j'ai repris mon travail que 2 ans après. Et donc j'ai connu l'extrême fatigue, la dégradation physique, l'impossibilité de faire du sport, évidemment aucun plaisir narcissique à se voir dans la glace. Donc je me suis dit, je suis un vieux à 42 ans. Et j'en parlais à une amie qui, elle, avait eu un cancer du sein à 42 ans, qui avait eu l'ablation des seins, qui avait dit, moi, à ce moment-là, je me suis sentie très vieille, très diminuée, parce que très atteinte. Quand j'ai eu 50 ans, qu'on m'a proposé de faire mon anniversaire, j'ai dit, un vieux, ça se cache, ça ne fait pas la fête, ça ne s'exhibe pas, et j'ai refusé de le faire. Et quand, comme monsieur au bout de la table, j'ai pu prendre ma retraite, je travaillais à EDF, et j'ai pu prendre une retraite scandaleuse à 58 ans, ce qui est une honte aujourd'hui, il ne faudrait pas le dire. J'ai sauté sur l'occasion, et j'ai pris ma retraite à 70 ans, en disant, ce sera toujours ça. Bon. À 60 ans, j'ai fait un cancer, et rebelote, chimiothérapie, amaigrissement, perte de force physique, perte de cheveux, etc. Et puis la possibilité quand même de la mort qui était présente. Donc j'ai jamais été finalement le jeune flamboyant, j'ai jamais été en haut de cette courbe de Gauss avec des enfants, des petits-enfants. Et j'ai eu l'impression que toute ma vie, j'ai traîné ma vieillesse et que j'ai eu un rapport avec, qu'elle a été présente à mes côtés. Alors, elle a été présente, mais je ne dis pas que j'ai de la tendresse pour elle quand même. C'est-à-dire que ça a été une maîtresse difficile, pénible à supporter. Et au risque de vous décevoir, j'ai pas réussi à la dominer, à la comprendre. Et donc aujourd'hui, j'ai 70 ans. Physiquement, je suis un peu requinqué, mais bon, il y a quand même des traces, il y a quand même des fatigues, il y a quand même des faiblesses physiques. Et ben, je ne sais pas vraiment la gérer. Bon. Alors, j'ai voulu l'oublier, bon, mais mon mari est l'organisateur avec Véronique Fournier de ce contre-salon. Ça m'a vraiment gonflé quand il m'a dit on va faire un contre-salon des vieux et des vieilles, mais maritalement j'étais obligé de m'associer à l'expérience. Alors, il y a aussi quelque chose qui s'est passé avec la vie vieille dont a parlé Catherine, c'est qu'effectivement il y a 3 ans s'est créée cette association avec ces séminaires annuels où des vieux plutôt intellectuels, plutôt CSP+, mais enfin se réunissaient pour pleurer sur leur vieillesse. Non pas pleurer, mais réfléchir sur ce truc un peu encombrant, un peu chiant qu'on appelle la vieillesse. Et moi, j'ai dit à Véronique, qui organisait ce séminaire chez elle, en Gironde,
J'ai dit, moi je viens, mais je viens avec mon chien, juste pour garder le chien. Je mangerai au repas, mais je ne veux pas participer à ces débats. Et en fait, j'ai participé au débat parce que, bon, c'était un peu long de promener le chien, donc je me suis dit, je vais quand même écouter C'est lui ce qui qui se trouvait dit. ça long, finalement. Le chien trouvait ça long. Et je me suis dit, je vais quand même écouter ce qui se dit. Et ce qui se dit, c'est trouver vraiment, entrer en résonance avec ce que j'avais vécu. Quand on a parlé du corps vieux, je me suis dit, moi, mon corps était vieux à 42 ans. Je savais ce que c'était que d'être maigre, d'être moche, d'être lipodystrophié. Oui, j'avais été devenu tellement maigre, j'avais les joues complètement rentrées, donc on m'a fait de la chirurgie esthétique on m'a prélevé un petit peu de graisse que j'avais là, j'en avais pas beaucoup, et on me les a injectés dans les joues pour faire croire que j'étais pas, j'avais pas le sida, quoi. Mais enfin, personne n'était dupe. Bon. Et alors j'ai participé à ce premier séminaire, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que, il y a le contenu du séminaire, mais il y avait surtout la chaleur humaine de ces gens qui réfléchissaient sur un statut. Et puis surtout, je me disais, avant j'étais vieux tout seul, et maintenant je suis pas vieux. J'étais vieux au milieu des jeunes, et maintenant je suis vieux au milieu des vieux. Et finalement, c'est pas mal d'avoir du monde autour. Et d'appartenir à un groupe. Et donc j'ai fait le 2e séminaire, j'ai fait le 3e séminaire. Et maintenant, j'essaye d'être plus à l'aise avec la vieillesse, de l'accepter, d'essayer de la gérer. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, parce que je ne sais quand même pas lui parler. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour votre témoignage. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que là, il y a une assemblée de personnes vraiment très intéressante parce qu'on voit bien que l'expérience de vieillir, chacun la vit différemment, chacun en parle différemment. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. C'est pas moi qui vais poser toutes les questions. Vous êtes là pour ça aussi, bien évidemment. Donc, peut-être j'ai envie de vous demander, Pierre, quand vous entendez le témoignage de Gilles, c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes un petit peu aux antipodes, vous qui avez toujours été un petit dans l'action et de se dire, moi je suis pas vieux, la vieillesse elle vient après, la retraite elle vient après, ça j'y penserai plus tard. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, chacun vit à cette expérience de vieillir qui lui est propre, qu'il a en soi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert après des années d'expérience professionnelle, selon le métier qu'on a eu, et comment on met ça en place après? On voit bien que selon les trajets de vie, les tracés de vie, les itinéraires sont différents. Comment vous qualifieriez ça, vous? Je me considère d'abord comme un privilégié puisque j'ai une excellente santé donnée par mes parents. Nous étions 6 enfants, nous sommes encore 6 enfants, tous en retraite, et nous voyons régulièrement puisque je suis l'aîné, donc je suis forcé d'imposer un petit peu ma volonté. Tous les 2 mois, on se fait une bouffe, ce qui est exceptionnel. J'ai eu 3 grandes filles, enfin nous avons eu 3 grandes filles qui m'ont donné 9 petits-enfants et aujourd'hui 12 arrière-petits-enfants, dont l'aîné a 18 ans et donc que je taquine de temps en temps en lui disant, tu vois, si tu fais un effort, je vais connaître 5 générations. Donc voilà, alors moi... si vous voulez, c'est pour m'amuser, c'est pour. Mais ce que je fais avec monsieur, c'est que je crois que on a certains, du moins certaines, j'appelle ça une chance d'être né dans un milieu sain, d'avoir eu un premier temps de parcours de vie sain, ce qui fait que on part dans de meilleures conditions. Ça, c'est essentiel. Moi, je suis très attentif à la vie de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants aujourd'hui, et c'est un grand bonheur. Le problème de maladie, moi, j'ai bien connu la maladie ou les conditions de vie qu'a connu notre ami, puisque j'ai eu beaucoup d'amis comme ça, avec des situations différentes. Et j'accompagne nombreuses personnes en difficulté aujourd'hui. Et c'est vrai que les fins de vie, c'est pas facile. Mais
Mais je faisais remarque tout à l'heure, quand j'étais à l'accueil, pour certaines vous l'avez vu, et je disais à mon collègue avec moi, je dis écoute, regarde, depuis qu'on est là tous les deux à accueillir les gens, j'en ai pas vu un qui n'avait pas un sourire, un ou une. Et c'est vrai que quand on quand on crée autour de nous un certain milieu, on attire davantage les gens que normalement. Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Moi, je vais. Oui, madame, je vous en prie. Rapidement. Simplement dire à mon collègue, je peux m'appeler maintenant retraité professionnel parce que j'ai eu 38 ans d'activité et 38 ans de retraite. Donc, j'étais retraité, j'ai eu de la chance à 53 ans. Voilà. Et donc, je vis très bien ma vieillesse. Et je ne me pose pas la question si je suis vieille ou pas vieille. J'ai toujours des projets, des envies, et c'est ça le moteur. Il y a la famille, mais il n'y a pas que la famille. Il y a l'entourage, il y a la vie sociale. J'ai toujours eu une vie sociale intense. Quand j'étais jeune retraitée, j'ai parcouru le monde en faisant de l'aide humanitaire, d'aller chercher les enfants au bout du monde. Enfin, on a des missions quand on a envie encore d'apporter quelque chose aux autres. Et je crois qu'on peut bien vieillir tant qu'on a ce désir de partager avec d'autres des moments, des expériences. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui, je vous en prie, madame. Alors, vous allez parler un peu fort parce que... Allez-y, je vous en prie. Moi, je voudrais dire, dans votre titre contre salon des vieilles et des vieux, ce que je vois, c'est le mot vie, V-I-E. Vous voyez, le mot vieille, ça commence par V-I-E. Le mot vieux aussi, ça commence par V-I-E. Ce qui est important dans la vieillesse, c'est la vie. C'est la vie. On va recommencer. Je recommence. Contre salon des vieilles et des vieux, je vois que le mot vieille commence par 3 lettres importantes, V-I-E, la vie, et les vieux aussi, c'est V-I-E. Donc c'est la chose la plus importante, c'est que les vieilles et les vieux sont en vie parce que la vie, c'est un chemin. Et simplement, ce qui diffère, c'est que la vie se ralentit, c'est le rythme qui change. Mais l'intensité, elle est toujours là. Elle est toujours là. La pensée orientale est intéressante parce que si on vous pose par exemple la question de savoir qu'est-ce que vous considérez comme étant le contraire de la mort, que répondez-vous? On va faire un sondage. On va faire un sondage. Que répondez-vous? Quel est le contraire de la mort? Voilà, alors je l'ai entendu, il y a des gens qui ont dit la naissance, en effet, c'est que la naissance. Donc la mort, c'est un passage, la naissance, c'est un passage, mais la vie, c'est ce qu'il y a entre les deux et c'est un chemin. Voilà, donc avec des escarpements, des difficultés, mais c'est un chemin, c'est ça qui est important. Et donc on continue d'être actif jusqu'au bout, même par la pensée, même si on ralentit, c'est tout. Parce que là, moi, j'ai entendu des choses qui sont un petit peu négatives. On a le droit de ralentir, on a le devoir de non agir parfaitement. La vieillesse, c'est aussi le non agir, c'est une action. C'est peut-être une pensée un peu, je ne sais pas, bouddhiste. Donc c'est l'activité à tout crin qui épuise les vieux. Il faut savoir, ben oui. Donc le ralentissement, vous prenez une sorte de ralentissement. Je prône le ralentissement. Moi, je fais du yoga depuis 40 ans. Mon professeur a 80 ans, merci à elle. J'en ai 75, je fais ça depuis 40 ans et ça me va très bien. Très bien. Et je continuerai. Merci pour votre témoignage, madame. On va essayer de faire parler un maximum de personnes derrière vous, si vous pouvez laisser passer le micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'ai 79 ans. Moi je ne suis pas vieux. Non, moi je suis un ancien jeune. Je comprends pas vieux. On peut être usé parce qu'on a subi des maladies, le travail qu'on a effectué. Moi, j'ai pris ma retraite à 60 ans parce que ma femme était malade. Elle souffrait de la chorée de Huntington. Voilà. Et j'ai pris ma retraite pour m'occuper d'elle. Je me suis occupé d'elle pendant 7 ans parce que je ne voulais pas la mettre dans une maison. Non.
C'était ma femme, c'était à moi de m'occuper d'elle. Je l'ai épaulée jusqu'au bout. Oui. Après, il y a eu le confinement. Elle est décédée, malheureusement. Après, il y a eu le confinement. Je me suis retrouvé tout seul dans ce confinement. Ça m'a filé une colère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, j'ai décidé de partir en Espagne. À la fin du confinement, je me suis rendu en Espagne. Et là, en Espagne, il y a eu la deuxième vague. Et j'étais étranger. Vous voyez ? Donc, c'était les étrangers qui avaient mené le Covid en Espagne. Ils ont fait Mais votre expérience de... Voilà mon expérience de vie. Vous voyez, non, mais justement, ça m'a amené que je me suis retrouvé à la rue après ça. Vous voyez, à 77 ans, j'ai dormi dans ma voiture pendant 11 mois avant de retrouver un logement. Et je suis toujours dans un logement transitoire. Vous voyez ? Mais je me bats et je continue à me battre. Et j'explique aux jeunes que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est des incapables, qu'on est des bons à rien, qu'on doit être mis à la poubelle. À un moment, on nous a appelés les PPH. On ne passera pas l'hiver. En 2003, on nous a appelés les PPE. Passera pas l'été. C'était pour l'été, là, oui. Voilà. Non, mais les plus cotés à l'Argus. On n'a plus de pièces de rechange, on a de l'arthrose, mais on est là et on va encore vivre longtemps si on veut lutter et se faire entendre. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Je crois qu'il y a monsieur qui souhaitait parler, si vous... Voilà. Oui, vous parliez de l'expérience de vieillir. Je veux dire, moi, j'ai 77 ans, donc j'ai un an de moins que mon voisin arrière. Donc, j'ai eu la retraite à 60 ans. Et le 1er septembre 2006, j'étais à la retraite. Je suis allé faire une virée à vélo. J'ai croisé un camion. Je me suis dit, toi, tu es dans la vie. Moi, j'y suis plus. Et j'ai donc fait une dépression à 9 h du matin. Mais ma dépression était terminée à midi. Donc, à midi, je me suis dit, mais... Pas trop de séquelles, alors. Voilà. La dépression, ça va. Non, elle a duré que 3 heures. Je me suis dit, la solution, suis-je la retraite? Le terme retraite, quand vous pensez, il y a la retraite de Napoléon, c'est pas brillant. Donc, il y a la retraite de Russie, c'est pas brillant. Donc, je me suis dit, je vais retraiter ma vie. Au lieu de me mettre en retrait, parce que la retraite, c'est se mettre en retrait de la vie. Le terme retraite est négatif. Je me mets en retrait de la vie. Donc j'ai décidé de ne plus me mettre en retrait. En retrait, j'ai décidé de retraiter ma vie. Le copain m'a dit, on retraite aussi les déchets. Ça ne s'écrit pas. On retraite aussi les déchets. J'avais démontré que je ne suis pas un déchet. Donc j'ai retraité ma vie, je m'étais donné un objectif 60-75 d'être dans l'action sociale, 75-90 de m'intéresser à mon avenir, la mort. Donc là je suis dans la période, j'ai 77, je suis dans la période 75-90 et je suis passionné par les questions de la vieillesse et de la mort. J'ai l'occasion de parler parce que je tiens une chronique radio sur le sujet. Et donc, je trouve maintenant, au bout de 77 ans, je me dis, mais c'est la plus belle période de ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis 17 ans. Et c'est la plus belle période, d'autant plus que ma femme, qui a 17 ans de moins, n'est pas encore à la retraite, donc j'étais tout seul à la maison. Doit être très malheureuse encore. Donc, alors. moi, dans le fond, de gérer tout seul ces 17 ans, c'était que du bonheur. On avait des choses à se raconter le soir, à me parler de son boulot. Elle m'a laissé dans le coup de l'entreprise parce qu'elle est boss, vous voyez. Donc, elle a des choses à me raconter le soir. Elle m'a appris à utiliser Internet, que je ne savais pas utiliser à 60 ans, etc. Ce que je suis d'accord avec ce que dit le monsieur de Nantes, c'est qu'il est fondamental de rester au courant de ce qui se passe, de s'affronter aux nouveaux matériels informatiques. Si on ne veut pas être déconnecté par rapport aux jeunes qui nous envoient des photos, qui nous parlent, qui chatent sur Telegram, enfin bref, tous les machins de jeunes. On doit être... comment ? Instagram, oui, pas Telegram. Voyez. Oui. Alors, merci. Bon, voilà. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Je vous redonner la parole. Alors, encore, monsieur, et puis je voudrais quand même l'avis un petit peu de nos intervenants, parce qu'on a eu plusieurs sons de cloche. Hein. On y va? Allez-y. Oui. Je ne sais pas qui a le micro. Allez-y, madame. Oui, donc moi, je vous écoute un petit peu, et j'ai une expérience finalement que je trouve un petit peu différente, au sens où, depuis peu, là, j'ai 76 ans, depuis peu, je me suis dit, contrairement à vous un petit peu, il me semble, je me suis dit, je suis vieille. Et je voudrais un petit peu militer pour pouvoir dire, je suis vieille. Bon, je me le suis dit depuis peu parce que j'ai trouvé ça plus productif
que de me dire t'es jeune dans ta tête, t'es jeune dans ton corps, un petit peu comme c'est demandé, c'est une forme d'injonction quand même qu'on subit partout. Il faut être souriant. Quand on est souriant, on attire les autres. Il ne faut pas se plaindre quand on a mal. Bref, je résume. Je me suis dit que j'étais vieille et que ce n'était pas un problème. Que par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que ça demande, comme disait Madame la psychanalyste, ça demande quasiment autant d'énergie psychique que le passage de l'adolescence, sinon plus. Et je me suis dit, plutôt que de me dire je ne suis pas vieille, je me suis dit il faut te coller à ce qui t'arrive. Ça veut dire te coller, ça veut dire en prendre conscience. Ça ne veut pas dire se replier sur soi, mais ça veut dire au contraire, de jour après jour, exactement de la même manière qu'on observe à l'adolescence comme on peut les changements et on s'adapte tant bien que mal. Mais je trouve ça, pour moi, en tous les cas, plus intéressant de prendre les choses à bras-le-corps et puis de tenir compte de mes limites. Et puis, pour pouvoir non pas être grognon quand je suis fatiguée, mais pouvoir dire je suis fatiguée, peut-être que je suis plus vieille que toi, ou le dire, c'est pas très grave. Au contraire, moi je trouve ça apaisant et pour tout le monde. Mais en effet, je suis d'accord sur le fait que, comme je disais, ça prend beaucoup d'énergie psychique et que ça peut en prendre trop. Et que j'essaye de maintenir cet équilibre. Bon, là, c'est relativement nouveau, ce que je vous explique sur ma démarche, mais j'essaye de maintenir un équilibre entre ce retour sur moi-même. Bon, j'ai fait aussi une psychanalyse, pas mal, mais que ça me prenne du temps et de l'énergie, mais qu'il en reste, justement, ça permet cette prise de conscience, je crois, que ça permet plus qu'il me reste de l'énergie pour pouvoir m'ouvrir aux autres, aux nouvelles expériences. Et justement, en tenant compte des limites, projeter des voyages que je suis capable de faire sans me mettre en difficulté, etc., ce qu'on connaît tous ici. Voilà, c'est tout. Merci, madame, pour votre témoignage. Justement, puisqu'on parle de psychanalyse, je vais vous donner la parole, Geneviève, peut-être, parce que vous avez entendu différents types de témoignages entre les personnes qui disent, et chacune a le droit de dire, d'utiliser les mots qu'elle souhaite. Moi, je me dis, je suis vieille, je suis vieux, et j'ai envie d'utiliser ce terme, comme Véronique Fournier le balançait peut-être aux médecins qui ne l'utilisaient pas les concernant tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui disent moi j'aime pas ce terme, je suis un ancien jeune ou je suis un pas encore vieux, etc. C'est intéressant la formulation aussi parce que ça vient de son vécu, ça vient de ce qu'on projette aussi. Comment vous analysez ça? Écoutez, ce que vous dites, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Je trouve que ça va dans le sens de ce que j'avais essayé de dire. Enfin, c'est une crise. Et moi, j'ai une toute petite expérience d'avoir aidé des gens âgés, pas sur mon divan, parce que ce n'est pas le moment de faire une analyse, mais de faire quelques thérapies brèves avec des gens. J'ai une patiente qui a 90 ans, qui a commencé une thérapie il y a 6 mois. C'est incroyable. Enfin, elle a retraité, comme disait monsieur, elle a retraité sa vie qui lui restait. Elle s'est mise à la peinture, au coloriage, enfin. Mais surtout, elle a pu rebattre les cartes à nouveau. Et c'est formidable. Moi, elle me bluffe, cette patiente, parce que elle a eu le courage de le faire. Et je ne pense pas que ça lui ait pris une énergie folle. Enfin, ça lui prend peut-être de l'énergie, mais ça vaut la peine. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, madame, au fond. Alors, hop, voilà, le micro va arriver jusqu'à vous. Tout à l'heure, vous avez évoqué la crise de la mi-vie. Alors, je voulais faire part de mon expérience. Quand ma jeune sœur a eu 40 ans, elle a dit « Oh là là, c'est terrible. » Bon. Et moi, je n'ai pas compris, parce que j'avais 8 ans de plus, mais je n'avais pas vu passer le temps. Et pourquoi? Parce que j'avais eu une grand-mère qui était un phare dès mon enfance, et pour moi, c'était formidable de vieillir, parce que j'allais enfin ressembler à ma grand-mère. Et votre sœur, qui avait la même grand-mère, ne voyait pas la même chose? Elle n'avait pas la même expérience. Elle avait, voilà. Chaque expérience est différente. Alors là, il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Madame, je vous ai vu. Oui, après. On vous passe. D'accord. Bonjour.
Moi, j'habite en Creuse. Je fais partie d'un groupe qui réfléchit sur la question du grand âge. Pour plein de raisons, on est venu ça nous intéresse. Je suis l'une des plus jeunes. Mais justement, il y a plusieurs personnes de ce groupe. On se réunit assez régulièrement et qui ont envie qu'on s'attaque à cette question qui est l'intitulé de ce soir, de comment est-ce qu'on peut se partager ce que c'est et réfléchir ensemble sur l'expérience du vieillissement. Et du coup, je voulais vous demander si vous avez des conseils de forme, de format, de comment est-ce que vous avez traversé des partages collectifs autour de cette question qui était chouette. C'est quoi les questions qui sont intéressantes à se poser, à partager? De quelle façon, vous avez parlé d'ateliers d'écriture, mais si vous avez fait des trucs qui étaient hyper intéressants pour pouvoir se partager ça et mieux comprendre les uns les autres, moi ça nous intéresse et je pourrais transmettre. Peut-être Catherine, un mot en partant de l'association. En tout cas, je pense que c'est pas le bon endroit là pour vous répondre, mais vous restez après, vous êtes là demain, on peut en reparler oui. un peu. Voilà. Et après, si je pose la question, c'est que je me dis qu'en fait, c'est intéressant justement de sortir de l'intimité pour passer à des réflexions collectives. Mais c'est très bien. Et que c'est pour ça que ça peut être appropriable par d'autres. Je suis ravie de prendre un petit moment demain pour parler avec vous, puis après, je vous donne d'autres contacts. Alors, madame, depuis tout à l'heure, vous demandez la parole. Moi, j'ai pris très tardivement conscience de la vieillesse, parce que mon métier, c'est de jouer, et j'aime jouer comme les enfants. Donc, je me sentais pas vieille jusqu'à ce que mon corps me le dise. Et là, je suis en pleine crise de vieillolescence. Je peux dire qu'il y a vraiment une crise de vieillolescence. Et comme ma crise d'adolescence, elle n'était pas gaie du tout, que j'ai fait ma première dépression, il y a un moment difficile à passer. Mais je crois que là, je tiens le bon bout et je trouve ce colloque vraiment passionnant, vraiment extraordinaire. Je suis très contente d'être là. Et bien voilà qui va vous aider à passer votre crise de vieillolescence alors. Oui. Madame, à côté de vous, là, il y avait madame qui souhaitait dire un mot. Oui. Alors moi, je suis très très contente de l'âge que j'ai. J'ai 88 ans et je suis absolument... Je veux vous dire que la vie, c'est un cadeau. Et elle me fait plein de cadeaux en ce moment, bien plus que dans ma maturité ou mon adolescence. J'en profite tous les jours. Et de la curiosité. Ayez de la curiosité. Apprenez, partagez, aimez-vous. Et c'est ça le secret, il n'y en a pas d'autre. Catherine, un mot ? Juste que vous rebondissez sur la seule chose que j'avais envie de souligner, c'est qu'en entendant déjà monsieur tout à l'heure dire qu'il vivait la plus belle période de sa vie, c'est qu'il y a encore 1 ou 2 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit mais attendez, c'est de la blague de journaliste ça. Moi j'étais comme beaucoup d'entre nous, j'ai peur de vieillir et je suis peut-être un peu plus jeune que beaucoup de ceux qui ont parlé, j'ai 65 ans, donc je pense que j'ai pas encore fait ce chemin dont on vient de parler, cette épreuve, et ça me fait tellement de bien d'entendre tout ça. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Merci. Alors, il y a encore... allez, on se donne encore 5 minutes puisqu'on a commencé en retard et puis le débat, la conversation après ne commence pas tout de suite. Du coup, le micro, il est revenu ou il est... Ah bah oui. Je suis désolée, il faut que je parte. On va faire passer le micro. Si on peut avoir 1 ou 2 prises de parole encore, c'est bien parce que le but de l'atelier, c'est quand même de vous entendre et d'échanger. Bonsoir. Moi, j'ai 48 ans. Moi, déjà, je me sentais il y a 48 ans. Mais ce n'est pas grave. Par contre, comme j'ai dit à votre journaliste tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a 67 ans ou 75 ans qu'on est encore vieux. On est quand même jeune. Donc, je préfère qu'on reste jeune à l'âge qu'on est au lieu de vieillir plus. Ou je ne sais pas comment expliquer. Vous m'avez compris. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Une dernière prise de parole peut-être, ou 2 encore, madame, et ensuite madame. Oui. Parce que c'est une dame qui a le micro, là. Allez-y, vous avez le micro, ouais. Allez-y. Et ce sera juste rapide, et puis c'est aussi pour répondre à la personne. Voilà. Donc moi, je pense que... cette expérience de vieillir, elle est importante c'est important de la partager. Et pour mon expérience, en tout cas, on a mis en place dans le Finistère, un petit peu plus loin, une association et une émission radio qui s'appelle Pourquoi pas vieille,
Et chacune a des générations différentes, 60 ans, 50 ans, 80, 90 ans. On vient raconter ce que c'est de vieillir, en fait. Voilà. Des femmes, si j'ai bien compris. Des femmes, oui. Pourquoi pas vieilles? Pourquoi pas vieilles? D'accord. Ok. Alors, monsieur, rapidement. Rapidement, je voulais et ensuite, madame. aborder un aspect qui ne me semble pas avoir été abordé, parce que tout le monde a parlé de son expérience personnelle. Et moi, ce que je voudrais dire, que là où je me suis senti vieux, c'est quand les autres ont commencé, par exemple dans le métro, à se lever pour me passer leur siège, quoi. Donc c'est la perception de la société qu'on a, et que même si nous on le sent pas, les autres nous le font sentir. On se dit mais pourquoi ils font ça? On se regarde dans la glace, etc. Donc c'est ce côté-là, et finalement c'est un peu la raison de ce contre-salon, c'est de dire on en a marre de la perception que la société a des vieux et on veut réagir pour changer les choses. Donc je voulais juste donner cet aspect de perception sociale. Merci, c'est très important de l'avoir souligné. Mais juste, la première fois que quelqu'un m'a laissé la place dans le métro, il y a 3-4 ans, j'ai regardé mon ventre, j'ai dit, mais elle pense quand même pas que je suis enceinte. C'est très joli, merci madame. Madame, je vous en prie. Alors, moi, on m'a cédé des places dans le métro beaucoup plus jeune que vous, apparemment, mais j'ai toujours trouvé ça comme un signe de courtoisie, et j'habite sur la ligne 13 du côté banlieue, et tous les jeunes de banlieue se lèvent pour moi, et ça fait maintenant 15 ans, ou même peut-être plus, que les jeunes se lèvent, et ça me fait très plaisir. Alors moi, ce que je voulais partager quand même, je partage avec Gilles le fait d'avoir perdu l'insouciance avec le sida, et un certain nombre de choses qui se sont passé à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis ravie d'avoir 70 ans. Je suis passée à travers toutes sortes de choses, et donc je suis ravie de pouvoir fêter mes anniversaires et dire que je suis toujours là, et que je suis toujours là et plutôt en forme. Je crois que je me suis réconciliée avec mon corps, et je crois que je me suis rarement autant plu que maintenant. Je regarde pas trop ma tête, mais mon corps il est plutôt pas mal. Et en plus, il a plus besoin d'être sujet de convoitise. Donc, on est bien ensemble. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je vais danser 3 fois par semaine le rock'n'roll avec des jeunes qui m'appellent mamie, mais finalement, je danse comme j'ai jamais dansé. Donc ça, c'est un premier truc. Mais ce que je trouve très dur dans le fait d'aborder cette classe d'âge, c'est que depuis septembre 2020, 18 personnes de ma génération, de mon entourage, nous ont quittés. Et ça m'a paru énorme. Au total, il y a eu 25 personnes. On va dire que les personnes qui sont parties à 102 et 107 ans, je considère que c'était un peu dans l'ordre des choses. Mais là, les 18 qui sont mortes avant 80 ans, ça m'a bouleversée. Et je dois construire aujourd'hui mon parcours avec l'idée que ceux que j'aime me quittent. J'avais déjà perdu toute la génération de mes parents, etc. Et un certain nombre de gens, mais là, j'ai trouvé ça très massif. Et ça me pose la question de comment aussi se projeter avec un entourage qui se restructure complètement différemment. Je suis fière de vieillir, je suis contente de vieillir. Mais merde, mes copains, ils sont plus là, quoi. Ils foutent le camp. Et ça, c'est une donnée. Garder le moral, garder le projet. Ah, merde, tous ceux avec qui j'avais envie de faire des projets, ils sont plus là. Voilà. Ça, c'est une dimension que je trouve quelque chose de plus dans le fait de vieillir, c'est qu'on perd un peu massivement des gens qui étaient prévus pour rester un petit peu plus longtemps sur le chemin avec nous. Alors, avec le sida, on avait perdu déjà pas mal de nos copains. Et puis, il y a eu une accalmie. Puis, tout d'un coup, là, sur les 70 ans, là, sur les 3 ans, là, c'est plus un grand... Le cancer y est pour beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est une dimension, c'est comment aussi conserver la joie de vivre et être joyeux en devant restructurer en permanence, reconstruire des environnements. Parce que les nôtres, heureusement, ils ne meurent pas complètement tous, mais il y en a qui partent ailleurs, qui vieillissent autrement. Malheureusement, certains, le cerveau les quitte un peu. Bon, tout ça, c'est aussi quelque chose. Il y a ce qu'on a dans notre corps, mais il y a aussi notre environnement. Voilà. Et moi, je remercie beaucoup les jeunes autour de moi, parce que je trouve que finalement, ils sont plutôt prévenants, gentils et assez demandeurs de ma présence. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais ça n'empêche que comment je reconstruis une génération autour de moi. Je suis contente que vous ayez
suis contente, madame, que vous ayez soulevé ce point, parce qu'au fond, on n'en avait pas parlé. Enfin, le fait que quand on vieillit, le problème, c'est la mort des autres. Et la mort en particulier des conjoints. Notre cher ami au bout de la table, il a la chance d'avoir un conjoint formidable. Mais la perte d'un conjoint, on n'en parle pas assez. Enfin, parce que vieillir seul et vieillir à deux, c'est tout de même pas tout à fait pareil. Non pas que vieillir à deux soit le paradis, mais tout de même. Et c'est bien que vous ayez dit ça, madame, parce que c'est vraiment là, c'est une blessure narcissique qu'on ne peut pas combler. C'est la perte de. Et moi, j'ai plus de 80 ans et tous mes amis, sont morts. Et ça, c'est comme ça. N'empêche qu'il faut reconstruire tout de même. Merci à vous tous. On va devoir clore cet atelier. Il y avait énormément de questions auxquelles on n'a pas répondu. On n'était pas là pour ça. On est là pour partager, pour échanger. On voit bien que ces expériences de vieillir, en fait, l'atelier, il n'aurait pas dû s'intituler l'expérience de vieillir, mais les expériences de vieillir. On voit bien qu'elles sont multiples. On voit bien qu'elles se partagent de façon différente parce que même on les nomme de façon différente. Donc, il y aurait encore 1001 choses à dire. Ce sera refait encore, j'imagine, l'année prochaine avec un autre salon. Et puis, je vous engage à participer à toutes ces associations qui se mettent en place pour réfléchir aussi, parce que c'est ça qui est important. Merci à vous tous, en tout cas. Bonne soirée.